Bracconi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités et directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et vous intervenez lors de ce colloque Capcom autour, entre autres, de votre ouvrage Les Inaudibles, Sociologie politique des précaires, pour parler d'information, de communication et de précarité. J'aimerais dans un premier temps que vous puissiez très brièvement nous livrer votre regard sur ce mot précarité dont on entend si souvent parler. Alors, il faut bien choisir un terme pour désigner des formes de fragilité qui atteignent aujourd'hui une proportion de plus en plus importante de la population. Aujourd'hui sont en situation de précarité non seulement des populations qui sont aux marges, mais des populations qui sont au cœur de notre société, sont affectées par la précarité des ouvriers, une bonne partie, la moitié des ouvriers, mais une bonne partie aussi, plus de 40% des employés, des artisans, des commerçants, des agriculteurs également. Aucun groupe social n'est épargné par la précarité. Ça désigne cet état qu'a rendu possible en fait l'insécurité sociale au sens de Robert Castel, qui fait que des gens n'arrivent pas, du fait des faibles moyens dont ils disposent, à se projeter dans un avenir, y compris proche. Ils vivent au jour le jour, comme on faisait avant la Seconde Guerre mondiale, avant la mise en place de l'État-providence en France. On est, avec la crise de 2008, notamment, qui a accentué la crise économique, le chômage, on est revenu à un état d'insécurité sociale qui peut faire basculer du jour au lendemain quelqu'un qui a un accident, qui a une maladie, qui est quitté dans cette situation de précarité. Donc la précarité, c'est un état qui affecte une partie de plus en plus importante de la population. Aujourd'hui, on estime, en prenant la définition la plus large, qui intègre aussi des formes de privation non matérielle et des formes d'isolement, en plus de la pauvreté monétaire, on atteint des proportions importantes, puisqu'on estime les populations en situation de précarité aujourd'hui en France à environ 17 millions. C'est énorme, hein, c'est beaucoup plus que le nombre de pauvres, par exemple, si on adopte une définition strictement monétaire de la pauvreté en se référant aux revenus. Vous introduisez votre ouvrage par les inaudibles. Inaudibles pour qui ? Pourquoi ? Inaudibles pour ceux qui font les politiques publiques. Inaudible, ça ne veut pas dire qu'ils ne parlent pas, ça veut dire qu'on n'entend plus. Ça veut dire qu'on n'entend plus depuis le cœur de la cité, là où les décisions se prennent. Et effectivement, la fragilité économique, ça se prolonge dans des formes de fragilité sociale et politique. C'est l'exclusion sociale qui fonde l'exclusion politique. Et donc il est tout à fait logique que cette évolution de notre société, qui produit de plus en plus de précarité, produise aussi de plus en plus d'exclusion du centre de la cité. Alors ce que nos enquêtes montrent, c'est que si on va vers ces gens qui sont fragilisés, pour les écouter, ils ont des choses à dire, y compris sur la politique, y compris sur les institutions. Le lien n'est pas rompu, mais simplement il n'est pas assez fort pour être audible depuis les sphères où on décide des politiques publiques, et notamment des populations qui ont des choses à dire ne s'expriment plus ni par elles-mêmes dans les réunions, ni dans les rues, ni dans les urnes. Donc c'est ce à quoi renvoie le terme d'inaudible. On ne les entend plus depuis là où se décide l'évolution de notre société. Justement, pour faire du lien aux différentes rencontres qu'on a l'occasion de faire dans le champ de la santé publique, et la participation est un des piliers de la santé publique, beaucoup témoignent de cette complexité à être compris ou à être entendu des systèmes organisationnels et institutionnels, y compris dans la santé et le recours aux soins. Comment participer à une réduction significative des inégalités et à plus de compréhension réciproque entre des gens précaires et d'autres plus installés dans des champs institutionnels et publics? Bon, je pense qu'effectivement, la condition pour produire de l'intégration politique de ces populations fragilisées, c'est de réduire la distance avec le monde institutionnel et le monde de la décision. Et ça passe d'une part par un diagnostic des obstacles à la prise de parole et au lien avec les institutions. Ces obstacles, ils sont de divers ordres, mais ils sont notamment procéduraux.
faire des réunions et attendre que les gens viennent participer à ces réunions, c'est ne pas voir que se déplacer et prendre la parole en public constitue un obstacle essentiel. Et donc, il faut adapter les modalités d'inclusion. Donc, oui, participer, faire participer, mais comment on fait participer des gens qui sont fragilisés, qui se replient sur eux-mêmes, eh bien, il faut aller les chercher. Et donc, on ne fera pas l'économie pour fonder de nouvelles modalités de participation qui puissent inclure les populations fragilisées, du lien direct avec elles et de la dimension interpersonnelle, en fait, de la communication. Il faut aller vers les gens qui se sentent abandonnés, s'appuyer sur des relais, par exemple sur les territoires, des associations, des professeurs, des facteurs. Je pense à tous les acteurs qui, au quotidien, sont en lien avec ces populations qui n'ont plus de lien avec des institutions éloignées, et s'appuyer sur la connaissance que ces acteurs ont du terrain et la connaissance qu'ils ont des gens pour donner envie de participer. Mais on ne peut pas produire de la participation directement. Il faut d'abord redonner confiance. Et pour redonner confiance, il faut expliquer, il faut donner du sens. Il faut prendre conscience que tout un tas de termes qui sont utilisés dans les politiques publiques, qui sont des termes qui font sens de façon très évidente pour les administrateurs, pour les politiques, ne parlent pas aux gens qui sont à distance. Et donc, réinterroger les termes qu'on utilise, se mettre à la disposition des gens pour leur expliquer et pour qu'ils comprennent le sens de l'injonction à participer. On n'est plus face à des générations qui aujourd'hui obéiraient à une injonction de participation. On n'est plus à ce stade-là, parce que c'est paradoxalement, c'est un des effets de la démocratisation scolaire que d'avoir créé des citoyens qui sont à la fois critiques, distanciés dans leur approche du monde, et du coup ça oblige les politiques et les administratifs à, s'ils veulent mobiliser, à donner du sens et à donner des raisons de se mobiliser. Donc pour que les gens participent, et évidemment la bonne politique publique, c'est la politique qui est acceptée et donc à la définition de laquelle en tout cas les gens ont participé, pour aboutir à ça, eh bien, il faut faire un effort de traduction, un effort de compréhension et donner du sens. Offrir du sens, je pense que c'est une des missions du politique et ça doit être la toile de fond des politiques publiques. Les gens ne feront plus quelque chose dont ils ne perçoivent pas l'intérêt pour eux et pour la collectivité dans son entier. Justement, revenons à cet enjeu du sens. On va faire un peu du Morin, qu'il s'agisse de sens dans la politique, dans la santé, etc. Souvent, on oppose des mots, y compris dans la com, comme stratégie, cible, outil, au caractère même de l'humain et de la réalité de vie. Ils sont des produits. Comment faire en sorte, justement, de réaffirmer la question des émotions? C'est un professeur de santé publique qui nous en parlait récemment. On a l'impression que l'émotion est tabou. Les tabous dans les pratiques politiques, médiatiques, alors qu'on sait bien que la nature humaine et les sciences sociales intègrent ce caractère émotionnel. Elle est votée, elle est travaillée, être reconnue. Bien sûr, c'est à tort. D'abord, c'est à tort qu'on établit une distinction trop tranchée entre la raison et l'émotion. Je pense que pour faire participer en politique, il faut s'appuyer à la fois sur la raison, donner du sens, encore une fois, et sur l'émotion. C'est donner envie, faire rêver, c'est bien la mission du politique et elle est encore plus forte et encore plus nécessaire quand les populations qu'on cherche à intégrer sont des populations qui sont fragilisées, qui ont encore plus besoin d'espoir et donc bien évidemment il faut s'appuyer à la fois sur la raison et sur l'émotion. Je suis entièrement d'accord avec cette manière-là, en tout cas, de voir les choses. La stratégie, oui, je suis assez d'accord aussi avec le fait que souvent les populations précaires, notamment, sont pensées comme des cibles, comme des objets de politique publique et ne sont pas interpellées en tant que citoyennes. Et je pense que les deux devraient aller ensemble. C'est bien évidemment parce que on s'adresse à elles en tant que citoyens et qu'on ne les réduit
réduit pas à leur situation de précarité, évidemment, que l'on peut redonner confiance et redonner de la valeur à la participation de ces populations et donc alimenter cette participation. Bien évidemment que susciter la mobilisation politique, citoyenne, civique des gens qui sont fragilisés, ça passe par la confiance en elles et la confiance en soi, ça vient quand on s'adresse à vous pour votre être en tant que citoyen, ce que vous avez apporté à apporter en propre en tant que citoyen, y compris en tant que citoyen qui a l'expérience de la précarité, parce que c'est une expérience qui est tue, dont on parce que c'est une expérience qui est souvent honteuse, taboue, etc. Il faudrait arriver au stade où, y compris l'expérience de la précarité, peut être bénéfique et donc peut être dite publiquement et en tirer tout un tas d'éléments de compréhension du monde qui permet d'agir mieux sur ce monde-là. Donc même l'expérience de la précarité devrait pouvoir être dite, mais pour ça suppose que les populations fragilisées soient interpellées en tant que citoyennes qui ont quelque chose à apporter au collectif et non pas seulement des objets d'ailleurs de stigmatisation ou de compassion. Ce n'est pas ça qu'elle demande, ça relève d'autre chose. Ce qu'elle demande, c'est aussi à être vue comme des citoyens, et faire en sorte que les mots et les devises de la République se traduisent concrètement par la prise en compte de leurs paroles à elles. Prise en compte de leurs paroles, justement, vous êtes enseignante, universitaire, bien loin de moi l'idée d'opposer académique et expérientiel dans la recherche, dans les travaux, dans la construction d'avenir, mais justement, où sont ces personnes précaires dans les programmes d'enseignement et de recherche aujourd'hui, selon vous? Écoutez, moi les travaux que je mène avec d'autres sont la preuve qu'il y a un intérêt pour ces populations-là. Non, je pense qu'il y a des recherches qui sont produites auprès des populations en situation de fragilité. Il y en a très peu encore sur ces populations en tant qui sont des acteurs politiques, et c'est la raison pour laquelle, avec Nona Meyer, nous avons eu envie de lancer ce type de travaux. Maintenant, je crois que le problème est davantage de la diffusion de la recherche et de la façon dont la recherche en France peut ou non éclairer le débat public et la décision publique. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits avec beaucoup de chercheurs compétents qui mettent en œuvre des approches très différentes. Il y a des choses magnifiques de l'INSEE qui sont produites sur ces populations fragiles, qui sont très précises. Le problème, c'est que ces enquêtes sont produites et que, d'une part, elles n'arrivent pas jusqu'aux citoyens lambda, c'est-à-dire qu'il y a très peu de médiatisation des résultats, et d'autre part, elles arrivent aussi parfois avec difficulté jusqu'au bureau des décideurs. Et donc, je pense qu'en France, il y a quand même un tabou du côté des liens entre la recherche et le politique, entre la recherche et le monde médiatique, le monde extérieur. Et donc, et ça n'est pas que la faute d'un côté ou de l'autre, c'est les deux. Je pense qu'il y a des efforts à produire. Et je pense que la situation de tension dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France nous oblige à accélérer la réflexion sur cette nécessité de rendre les résultats de la recherche accessibles de façon à éclairer les décideurs, qu'ils soient d'ailleurs des décideurs politiques ou qu'ils soient dans le monde associatif, qu'ils soient aussi des décideurs et qui agissent sur le monde et qui ont besoin de repères pour agir sur le monde, et certains repères peuvent leur être fournis évidemment par la recherche en sciences sociales. En dernière question, je ne pouvais bien évidemment pas, au cœur de l'écosystème santé, ne pas vous interroger sur, en tant qu'experte ou en tout cas développant des expertises sur le politique, creusement des inégalités sociales de santé, et plus particulièrement creusement des inégalités sociales de santé chez l'enfant, dans un pays comme la France. Quel regard, quelle dynamique politique possible pour une promotion de la santé de l'enfant en construction dans un pays comme la France? Bon, alors, je ne suis pas spécialiste de la santé publique. Ce qu'il y a de sûr, c'est que la pauvreté et les nouvelles formes de pauvreté qui affectent des pans entiers de la population et qui ont été accélérées par la crise de 2008, affectent en particulier les populations les plus jeunes, et notamment les mères célibataires, et donc leurs enfants. Et il est sûr que la jeunesse et les enfants sont les premières victimes
de cette précarité qui augmente en France. Ce sont aussi les populations les plus compliquées à comprendre et à saisir. Ce qui est de certains, c'est que ces enfants pauvres qui vont à l'école sans manger, sans avoir mangé un petit déjeuner et qui attendent de l'école parce que c'est la seule institution qui aujourd'hui prenne en charge finalement au quotidien la précarité, alors que c'est pas son rôle social au départ, mais l'absence d'autres prises en charge revient à faire prendre en charge par l'école et particulièrement par les professeurs des écoles ce type de difficultés. Eh bien, je sais plus le début de ma phrase. Donc ces enfants qui sont dont les difficultés s'accumulent, voilà, méritent d'être l'objet d'attention particulière, de la même façon que les mères célibataires qui ont du mal à faire reconnaître leurs difficultés particulières et qui se sentent souvent abandonnées. Maintenant, en termes de politique publique, comme je vous avais dit, en politique publique de santé, il faut interroger les spécialistes, hein, parce que c'est pas mon domaine de compétences. Dernière question, point de politique sans prospective. Si je vous dis quelle politique pour demain? Moi, c'est pas mon rôle. Moi, je fais de la recherche. J'essaye, avec mes compétences propres, de rendre accessible un certain nombre de conclusions qui permettent l'action, mais qui ne peuvent pas décider de la forme de l'action. Ça, c'est le rôle des politiques. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pour inclure des populations fragiles, quelles que soient les formes de fragilité, il faut renouer avec de l'interaction en face à face, du lien, recréer du lien direct. Et les formes de participation, d'intégration politique suivront. Mais il faut que ça passe forcément par du lien social au quotidien. Donc, aider le tissu social à se réactiver, à se renforcer, pour permettre à ces populations qui sont aujourd'hui à l'écart de réintégrer la cité. Céline Braconnier, merci à vous. Merci.